Salut, ça va ou quoi? Du coup, comment ça va se passer? Je vais poser plusieurs questions à Marvin et puis après j'apporterai des éléments un peu plus scientifiques entre très gros guillemets. On sait que ça fait peut-être des années que tu travailles dur ou même si tu commences, on sait que tu travailles très dur et dans la plupart des cas, souvent des entrepreneurs, on a du coup un métier à côté. Du coup, t'es là, tu grimpes les échelons de l'échelle organisationnelle et peut-être que tu commences à atteindre bientôt le sommet de ton organisation. Par contre, je suis désolée, je vais devoir te décevoir parce que en fait, ça n'a pas vraiment d'importance dans ce chapitre de savoir où tu te situes. Parce qu'en fait, la question que tu dois réellement te poser, et donc que je vais aussi poser à Marvin maintenant, donc n'hésite pas à réfléchir et à répondre en commentaire toi aussi, sur quoi cette échelle organisationnelle est-elle basée et sur quoi elle s'appuie en fait? Sur quelle échelle tu t'appuies toi aujourd'hui, Marvin? Une échelle organisationnelle, est-ce que tu veux dire intrinsèque à l'entreprise dans laquelle je travaille, par exemple? Ouais, je peux parler de structure pyramidale même, si tu veux. Ouais, c'est vraiment l'échelle organisationnelle. Genre, tu vas avoir les directeurs, les responsables ou les chargés, puis ensuite, tes coordonnateurs, coordonnatrices, etc. Puis après, tu vas avoir vraiment le statut employé, souvent en bas de l'échelle, malheureusement. Ouais. Mais du coup, si on devait reprendre un petit peu ton parcours, sur quoi tu te bases, c'est quoi, t'es sur quelle échelle, du coup? Alors, ça a toujours été du coup très classique. Hein. Si c'est ce que tu appelles le pyramidal, alors je pense que c'est vraiment purement pyramidal. L'entreprise dans laquelle nous sommes actuellement, en fait, on est tous responsables de nos pôles respectifs. Donc moi, c'est vraiment concernant tout ce qui est membre et tout ça. Toi, c'est vraiment tout ce qui est concernant la gestion de projet. Après, au-dessus de nous, techniquement, on a le VP. Le VP. Et après le directeur. Après le directeur. Et après le CA. C'est vrai. Ouais, effectivement, exact. Après le CA. C'est vrai qu'effectivement, travailler dans une OBNL, c'est particulier, mais ça reste quand même une organisation avec un CA qui a beaucoup de pouvoir aussi. Donc, c'est quand même intéressant de... Ça t'apprend. C'est intéressant comme expérience, oui, c'est ça en fait. Moi, j'ai beaucoup appris, notamment en termes de stratégie, parce que ça, c'est mon métier de tous les jours. C'est vrai que pour le coup, j'ai eu la chance d'être avec des personnes assez exceptionnelles qui ont été mes mentors et qui m'ont beaucoup appris. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai pu plus travailler avec le CA pour le coup. Ouais. Donc, c'est pas mal. Et du coup, ma deuxième question pour toi, comment gagnes-tu ton argent ? Tu me vois venir, je sais que tu me vois venir. Oui, je sais, c'est absolument ce que je dois absolument venir. On va dire que j'échange modestement mon temps contre de l'argent, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on est sur un contrat basique de 35 heures techniquement que personne ne respecte parce que voilà, il y a plein de choses à faire, ce qui veut dire qu'il y a pas mal d'heures bénévoles quand même qui sont faites dans l'entreprise. Mais je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront là-dedans. En oui, fait, c'est le grand classique en fait. Exact, c'est ça. Je pense que beaucoup diront que leur situation financière, au final, elle est vraiment définie par leur salaire. Il y en a certains qui vont te dire que c'est vraiment leur valeur personnelle, puis après, il y en a qui vont te dire que c'est un petit peu des deux. Mais, leur valeur personnelle, intéressant. Leur valeur personnelle, c'est surtout quand tu es travailleur autonome, finalement. D'accord. Parce qu'en fait, là, tu échanges vraiment tes skills contre de l'argent. Ouais. Exact, parce que si tu n'es pas là pour faire tourner la machine, il n'y a personne finalement qui peut faire tourner cette machine sans toi, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Et est-ce que tu sais ce que c'est une personne riche, du coup? Est-ce que la question, c'est ma définition d'une personne riche? Ouais. Alors, pas mal de choses à dire dessus. Je sais qu'il y avait une étude, qui disait que techniquement, à partir de au-delà de 6 000 euros, tu n'es pas plus riche, tu n'es pas plus heureux que quelqu'un qui gagne par exemple 15 ou 20 000. Donc tu as atteint un palier dans la société où tu es quand même suffisamment à l'aise pour voyager, si tu t'organises un petit peu bien. Si tu veux acheter ta maison. Si tu veux acheter ta maison, si tu veux t'acheter une voiture, tu économises un petit peu. Tu n'as pas beaucoup de problèmes d'argent à partir de ce seuil-là. Donc moi, j'aurais tendance à considérer qu'à partir de 6 000 euros, tu es quelqu'un de riche. Après, si je me base sur cette base, est-ce que c'est moi
la définition de ce que je vis, sachant que j'aimerais quand même gagner un certain nombre d'argent, que j'ai un chiffre précis en tête, non. C'est ça qui est curieux. Oui, c'est ça d'accord. qui est curieux. C'est pour ça que je suis un petit peu un ovni dans mes pensées. Mais je pense que ça dépend des gens, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de pourquoi tu poses tes objectifs. Bien sûr. L'important, c'est de savoir où tu vas, quoi. Exact. Selon Forbes, du coup, Forbes décrit une personne riche comme suit. En fait, c'est vraiment une personne qui gagne plus d'1 million de dollars par année. Okay. Donc, ça va être exactement, selon l'article, c'était vraiment 83 333 dollars. C'est très précis comme chiffre. Par mois, je te jure, c'est très très précis. D'accord. Ou un peu moins de 20 000 dollars par semaine. Je t'avoue que c'est un peu ma target, tu vois. Un peu moins par semaine, d'accord. Non, un peu plus que 20 000 dollars par semaine. On peut avoir plus. Exact. Et du coup, à contrario, une personne pauvre est définie par Forbes quand c'est une personne qui gagne du coup 25 000 dollars à l'année. À l'année, ok. Exact. Mais c'est sûr que par contre, ce que j'aimerais en fait ici dans ce chapitre, c'est vraiment que vous compreniez que la qualité de l'argent que vous gagnez, c'est pas plus important que sa quantité. En fait, il faut vraiment savoir d'où vient ton revenu finalement, comment tu le gagnes. Donc c'est un petit peu ça, je dirais. Alors, oui. Je me rappelle dans mes premiers cours en finance. Alors, j'étais nul en finance. Ça, c'est une base. Mais c'est des cours où j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai compris que la finance, c'est une philosophie. Oui. L'argent perd de sa valeur chaque seconde. Alors, première phrase qu'il dit, premier cours, le mec se présente à peine, et c'est vraiment la première phrase qu'il écrit sur son tableau. L'argent perd de la valeur chaque seconde. Nous sommes dans un cours de finance. Bonsoir. C'était vraiment incroyable, parce qu'effectivement, il nous a expliqué à quel point l'argent est un bien liquide, à quel point, au niveau de l'économie, comment est-ce que ça fonctionne, lorsque tu déposes ton argent dans les banques, pourquoi est-ce que l'argent maintenant, donc 1000 euros maintenant, n'a pas la même valeur que 1000 euros dans le temps. Il y a de cela, on va dire je pourrais même dire il y a de cela quelques mois en fait. C'est parce qu'effectivement, l'argent perd sa valeur à chaque seconde. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et ils avaient aussi ce concept de pouvoir d'achat. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ton salaire, c'est vraiment la somme que l'entreprise pour laquelle tu travailles pense que tu mérites pour le service que tu donnes, pour la qualité du service que tu donnes. Elle t'attribue un certain salaire, donc qui vient du salarium, étymologiquement. Et du coup, toi, ton salaire, ça définit ton pouvoir d'achat dans la vie réelle. Donc, ce que tu es capable d'acheter ce que tu es capable d'acheter à ce que tu gagnes. Et c'est vrai que quand tu commences à réfléchir comme ça, tu vois déjà le système autrement. Et d'où vient ton argent ? Troisième question que je te pose du coup. D'où vient mon argent ? Est-ce que tu sais les sources qui existent, les sources distinctes ? Ah. D'où provient ton argent ? De comment générer ton argent ? Aucune idée. Parce que si tu dois devenir entrepreneur, il faut que tu saches ça, hein, oui. Pour tirer ton épingle du jeu, là. Oui, c'est vrai, effectivement. Alors, c'est-à-dire que pour ce qui est de l'entreprise, j'ai quelques idées de comment est-ce qu'on va générer de l'argent. Vas-y. Pour ce qui est de l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, je dirais que l'argent provient de tous les efforts qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire de mon temps, des membres que l'on démarche, des partenaires que l'on signe. Ah, mais c'est toujours ton temps. Ouais, c'est vrai. Parce que si t'es pas là... Il n'y a pas d'argent. Mais non. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'argent. Ouais. Donc, effectivement, et pour notre entreprise, du coup, est-ce que tu sais d'où vient l'argent ? Je dirais au début, ce sera beaucoup de notre temps. En fait, ce qui est logique. Oui. Après, l'idée, c'est que, in fine, on puisse mettre en place... je sais que c'est l'entrepreneur qui dit ça et j'aime beaucoup. Il dit une entreprise sandwich au jambon. C'est-à-dire que si tu remplaces les dirigeants par un sandwich au jambon, l'entreprise fonctionne toujours en fait. La fameuse machine à saucisse. C'est ça. Et pour ça, effectivement, comme tu dis, qui dit machine à saucisse dit des processus bien ficelés et une compréhension très claire de l'entreprise pour que les gens puissent être le plus autonomes possible. Et aussi déléguer, faire confiance. Exact. En fait, c'est venir un petit peu et résumer. C'est sûr qu'il y a 4 sources distinctes d'entrée de liquidité. Et comme vous l'avez compris, elles vont différer les unes des autres. Mais elles sont chacune définies finalement par vraiment un style de vie.
Et on parle du coup du cadran du cash flow. Donc je pense que vous connaissez tous ma passion pour Kiyosaki, enfin en tout cas les gens qui me connaissent, mon saint-père Kiyosaki. Et qu'il explique vraiment très bien dans ses ouvrages, d'ailleurs que je conseille quand vous démarrez, d'acheter vraiment les ouvrages de Robert Kiyosaki, donc Poor Dad and Rich Dad, qui sont vraiment grand classique. Ouais, et puis qui sont très formateurs finalement, qui t'emmènent à changer de vision. Du coup, c'est quoi le cadran du cash flow? Revenons au terme. Est-ce que Marvin, tu as une petite idée de c'est quoi le cadran du cash flow? Alors, plusieurs fois. Je sais qu'il y a 4 cadrans. Oui. Il y a le cadran de gauche et le cadran de droite. Oui. Le cadran de gauche, je me rappelle précisément que le cadran de gauche, en haut, je ne sais plus c'est quelle lettre, mais c'est le cadran qui réfère aux personnes qui échangent concrètement leur temps contre de l'argent. Oui. Le cadran de gauche en bas, c'est ceux qui échangent le skills contre de l'argent. Mm-hmm. Et le cadran de droite, c'est plutôt des personnes qui sont déjà une dynamique, ils ont compris comment la société fonctionne et ils ont décidé. Alors, tout est une question de choix. Alors, c'est vraiment une question de choix. C'est vraiment, tu peux être en haut à gauche et bien gagner ta vie, être à l'aise. Tout dépend de comment est-ce que tu veux te situer dans la société. Mais je sais que ceux de droite, c'est des personnes qui ont plutôt tendance à laisser l'argent travailler pour eux. Oui. T'es pas si mauvais élève, mais on va reprendre effectivement donc comment ça marche le cadran du cash flow pour donner des exemples concrets. Comme tu disais, donc un employé, il va gagner de l'argent parce qu'il occupe finalement un emploi, alors qu'un travailleur autonome ou quelqu'un qui a une petite entreprise, du coup, va échanger vraiment... en fait, tout simplement, ses skills, genre vraiment toute sa valeur pour de l'argent. Donc, encore une fois, il va quand même échanger son temps contre de l'argent, finalement. Mm-hmm. Les propriétaires de grandes entreprises, donc là, on parle vraiment de personnes qui ont réussi à atteindre un certain seuil, qui sont vraiment à 500 employés, voire plus. Donc, eux, c'est vraiment, ils génèrent de l'argent. Mm. C'est-à-dire, ils n'échangent pas leur temps contre de l'argent, ils le génèrent. Et les investisseurs... Donc, c'est un peu mes favoris, ils ont vraiment tout compris dans la vie. Ils gagnent de l'argent grâce à leur placement, mais ce qui veut dire qu'en fait, ils gagnent de l'argent qui génère de l'argent. Je suis jusqu'à présent. En fait, ils gagnent de l'argent sur une base d'argent qui génère de l'argent. Genre, vraiment, c'est super smart, finalement. Donc, pour vous, en fait, vous avez juste à retenir que vraiment, le cadran du cash flow, il se divise, comme disait Marvin, du coup, en 2 parties. Tu vas avoir la partie gauche où tu vas vraiment avoir le cadran composé de E et T. Donc, E qui veut dire employé, T qui veut dire travailleur autonome ou propriétaire d'une petite entreprise. Puis, le deuxième cadran est composé de P et I. Donc, P pour propriétaire d'une grande entreprise et I pour investisseur. Et là, maintenant, j'aimerais vraiment que tu prennes une seconde, et toi aussi, Marvin, pour te poser la question suivante, en fait. Dans quel cadran évolues-tu? Et en fait, dans quel cadran tires-tu la majeure partie de tes revenus qui assurent ta subsistance, qui assurent ta survie, tout simplement, dans ce monde, quoi? La question est très vite répondue pour moi. C'est une évidence implacable. Mm-hmm. Je pense que moi, je suis vraiment dans le cadran, le pur travailleur qui échange son temps contre de l'argent. Mais bientôt, c'est fini. Oui, bientôt, c'est fini. Exactement. Mais pour le moment, effectivement, c'est ça. En fait, le problème aujourd'hui de notre système, c'est que les parents nous ont toujours répété la même chose et des bonnes notes. Travaille à l'école et tu auras un bon métier et du coup tu seras bien dans ta vie. Sauf que... Mais en vrai, si tu veux vraiment devenir entrepreneur, ça va pour les personnes, attention, par contre ça va pour les personnes qui ont envie d'un employé, qui ont envie d'être employé, qui ont envie d'avoir une certaine sécurité de revenus, etc. Ouais. Donc il n'y a pas de souci. Moi je sais que par exemple j'évolue dans le risque. Moi je sais que par exemple ce que j'aime c'est avoir des projets passionnants, des choses qui me tiennent en haleine et qui me font toujours développer de plus en plus mes compétences, qui me font aller toujours plus haut et plus loin. Et j'ai décidé de mener ma vie comme ça parce que c'est ce qui me rend heureuse et que moi, rester dans un cadre purement employé, je pourrais pas, tu vois, si j'avais pas tous mes projets à côté aujourd'hui, c'est sûr que je pourrais pas m'épanouir pleinement parce que même au-delà de ça, je pense que j'ai besoin effectivement
de m'ouvrir à ce monde, j'ai besoin effectivement d'aller à la rencontre des gens, j'ai besoin aussi de développer des affaires, j'ai besoin de l'international et c'est pour ça qu'aujourd'hui je chéris tellement le réseau professionnel que j'ai parce qu'au final ces gens-là m'ont tellement apporté d'opportunités. Je pense qu'il y a vraiment cet écart à bien comprendre. En fait, le cadre en E, dans la majorité du temps, c'est les gens qui vraiment en fait, ils aiment un peu le système d'éducation, la culture qui va nous former finalement. Et ils ont une philosophie qui prévaut dans ce monde et qui est celle, un petit peu, quand Kiyosaki parle de son père pauvre, donc, qui l'a éduqué là-dedans, de toujours dans un système de sécurité, en fait. Genre vraiment, faut que tu travailles dur, faut que tu aies des bonnes notes, faut que ceci, faut que cela. Mais finalement, tu ne deviens pas réellement indépendant parce que, comme on disait, tu échanges tout le temps tes heures donc contre de l'argent, donc tu fournis un nombre d'heures conséquent de travail pour finalement une paye, mais en fait, tu bâtis les actifs de quelqu'un d'autre. C'est pas les tiens que tu bâtis, là, ce que tu es en train de donner, c'est vraiment toutes les ressources nécessaires à la personne pour bâtir ses propres actifs. Mais même si tu as la sécurité de l'emploi, du coup la sécurité d'avoir peut-être une pension de retraite, etc., finalement, moi je t'emmène à réfléchir à une autre question, c'est quels sont les actifs que tu es réellement en train de construire pour toi. Donc c'est ça la réponse aussi à laquelle tu dois penser tout simplement quand tu veux te lancer en entrepreneuriat. C'est vrai que c'est fascinant parce que quand on y réfléchit bien, alors, je pense que la société a tendance à changer. Je pense qu'on vit une période clivante quand même assez particulière, mais c'est sûr qu'effectivement, oui, historiquement, l'école de formateur être un bon employé. Et jusqu'à maintenant, en fait, tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que quand tu réfléchis aux gens, par exemple, qui ont mené toute leur vie pour être dans des grands cabinets, par exemple, pour travailler chez McKinsey, ou tu vois, des trucs ultra prestigieux comme ça, ou pour travailler chez Google. Oui. C'est-à-dire que eux, dans leur tête, ils se voient comme étant la crème de la crème au niveau de l'humanité. Ce qui en soi, ils le sont à leur manière, tu vois, parce qu'ils sont brillants, parce qu'ils exact. Mais effectivement, quelque part, et c'est là où on a une philosophie différente d'eux, c'est que eux, en fait, ils bâtissent, ils donnent beaucoup d'efforts à la vision de quelqu'un, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Mais après, tu sais, pour moi, il n'y a vraiment pas de mal quand tu veux évoluer dans ce cadre, c'est-à-dire, mais c'est juste que effectivement, moi, j'ai décidé en fait, devenir ma propre boss, finalement, et on aura un chapitre là-dessus, on en parlera. Après, c'est sûr que ce podcast se dirige vraiment à des gens qui veulent se lancer à l'entrepreneuriat, qui veulent devenir autonomes. Mais du coup, ce qui m'emmène directement au deuxième point dans le cadran, donc le T, le travailleur autonome. Là, c'est pareil, même si tu migres du E vers le T, finalement, les calculs sont toujours pas vraiment bons parce que si tu as une petite entreprise ou que tu as par exemple ta boutique, etc., tu vas quand même échanger ton temps contre de l'argent parce que finalement, par exemple, tu prends un médecin, un chirurgien, tu sais, il a un super cabinet, etc., super, mais si ce mec-là est pas là, le cabinet ne tourne pas. Pareil pour les avocats, si les avocats sont pas là, le cabinet ne tourne pas. Mais par contre, c'est correct, encore une fois, de migrer dans ce cadran du moment que en fait, tu as en tête que effectivement là, tu vas rentrer dans quelque chose de plus ingrat, de plus difficile, parce que finalement, là, tu es ton propre boss, encore une fois, mais tu es ton propre boss à une certaine dose d'heures que tu dois mettre et fournir. Et je connais beaucoup de gens qui sont travailleurs autonomes, mais qui malheureusement font encore des 70-80 heures. Après, ils gagnent très bien leur vie, mais c'est un travail très difficile, très dur. Et la philosophie qui prévaut derrière ça, c'est vraiment le fait de... finalement, ça, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais c'est vraiment le fait de personne peut mieux faire qu'eux. C'est vraiment la philosophie finalement en fait du cadran T, c'est que vraiment c'est comme dit Kiyosaki, encore une fois, je vais vous bassiner avec ce nom-là, mais il dit quelque chose de très juste. Finalement, tu restes encore esclave de la société, et c'est vrai parce que si dans le E tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent, tu n'as pas de salaire, mais tu participes quand même à bâtir l'actif de quelqu'un d'autre. Dans le T, certes, tu bâtis ton actif, mais encore une fois, si tu n'échanges pas un nombre d'heures conséquent, tu n'auras pas un bon salaire. Donc, effectivement, là encore, tu travailles
sans arrêt, en fait. Et je connais pas beaucoup, finalement, de travailleurs autonomes qui, quand ils partent en vacances, ils sont sereins de partir en vacances. Finalement, ces gens-là, malheureusement, sont obligés encore de travailler des fois en vacances ou de régler des problèmes parce que des gens, souvent, dépendent d'eux. Mais comme c'est une petite structure, effectivement, c'est plus compliqué à gérer. En fait, on a tendance à croire qu'avoir des grosses structures, c'est plus compliqué à gérer, alors que non, quand tu as bien mis les processus en place et que tu fais travailler l'argent à ta place, c'est plus facile, en fait. C'est vrai que c'est très intéressant. Ça aussi, on en parlera dans tout ce qui est culture, mais tu viens de faire réaliser un truc, c'est-à-dire que je pense que en fait, les gens doivent se poser les bonnes questions dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ton but, c'est d'être libre? À ce moment, c'est quoi ta définition de la liberté? Exact. Ou est-ce que ton but, c'est de te faire de l'argent? Parce que tu sais, il y a cette vision-là, tu vois ce que je veux dire, je me lance dans l'entrepreneuriat parce que j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui va me donner plus d'argent. Mais il faut savoir quel entrepreneur tu as envie d'être, parce qu'au final, travailleur autonome, c'est être entrepreneur aussi. Exactement. Mais la différence, quand tu migres, du coup, là on va parler du troisième et du coup tes droits, quand tu migres vers le cadran P, donc le fait d'être propriétaire, en fait, là où est la distinction, c'est que l'entreprise T va travailler pour son entreprise, alors que l'entreprise P travaille pour vous. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, elle va travailler pour te générer de l'argent. Toi, tu n'as pas besoin d'échanger un nombre d'heures conséquentes. C'est-à-dire, quand je dis conséquente, je parle vraiment de plus de 60 heures, là. Tu vas pouvoir rentrer dans ton 45 heures normal parce que finalement, tu as tellement bien mis tes processus et tu as tellement eu une vision à long terme, quelque chose qui roule, mais que, en fait, c'est gagné d'avance pour toi, finalement. Et quand tu veux, du coup, évoluer vers un cadran I, en fait c'est pas vraiment sorcier, c'est juste qu'il faut comprendre toutes les lois financières, tous les jeux d'argent, toutes les failles un peu du système aussi finalement pour sortir son épingle du jeu. En fait c'est un peu c'est quand on était petit et qu'on jouait au Monopoly, mais pour moi ça me rappelle ça en fait, le fait d'être investisseur et donc d'être dans le cadran I, c'est vraiment ceux qui étaient les meilleurs au Monopoly sont capables. Parce que finalement, depuis tout petit, si tu as beaucoup joué au Monopoly, on t'a déjà appris à gérer ton argent. C'est toujours la même histoire. C'est 3 maisons, un hôtel, 3 maisons, un hôtel, etc. Mais si tu achètes toutes les gares et que puis après, du coup, les gens qui passent dessus, ils te payent des taxes, etc. C'est un petit peu le même jeu dans la vie réelle. Donc, si jamais vous avez des enfants, faites-leur jouer au Monopoly. Enfin bref. Donc, c'est un petit peu tout ça. Après, c'est sûr que si tu veux rompre avec tes structures d'emploi traditionnelles, je te dirais, et créer vraiment tes propres sources de revenus pour surmonter peut-être des crises économiques qui vont arriver, parce que c'est sûr qu'après, faut pas oublier que quand tu dépends d'un patron et que tu dépends d'un salaire finalement tous les mois pour subvenir à tes besoins et pour être sûr en fait de pouvoir payer tes factures, faut pas oublier que des fois quand tu es en crise économique, ton emploi il peut partir du jour au lendemain. Quand tu es dans une entreprise qui d'un coup rentre en récession, du jour au lendemain tu peux perdre ton emploi. Donc il y a ça aussi à avoir en tête. Tes vidéos, non effectivement ce que tu dis c'est intéressant. Moi je pense que c'est un peu tous les enfants illégitimes de Jordan Belfort. Je m'excuse, je m'explique. Vas-y. Tu vois le film de Le Loup de Wall Street? Oui. Tu vois comment Jordan Belfort s'est film magnifiquement joué par DiCaprio, où Jordan Belfort s'est construit parce qu'il a compris, parce qu'il était dans Wall Street, donc il comprenait comment ça marche. Et une fois qu'il a choisi l'industrie, il a utilisé la même technique de requête pour faire de l'argent. Et moi, sa technique est trop puissante. C'est ça en fait. Tu te souviens de notre pote qui est venu et qui racontait lors d'une réunion, le gars, pour motiver tous ses vendeurs, il a montré la scène du coup du Loup de Wall Street, et avec tous ses vendeurs, ils ont commencé à l'unisson à faire ça. Mais tu sais, moi d'un autre côté, ça me fait flipper parce qu'encore une fois, en fait, tu assujettis ces gens. Oui, tu en fais des bouts. Mais oui. C'est ça l'idée derrière. Et c'est ça en fait, tu vois, et c'est pour ça que leur discours et leur stratégie est aussi bonne. Parce qu'effectivement... Ils enferment les gens. C'est-à-dire que tu crées un système où... Parce que je sais qu'il y a 3 choses qui font toujours vendre. Avec 3, si tu apprends les gens à faire de l'argent... Oui. Donc c'est pour ça les formations, c'est intéressant. Parce qu'ils vont te dire, moi j'ai compris quelque chose dans le système pour gagner 8 000 balles
en un mois facilement. Toi, tu galères dans ton travail, alors que moi, je peux te faire gagner 5000 balles rapidement. Tu vois, juste écoute mes conseils en fait. Donc c'est ça en fait, le mec qui t'apprend à faire de l'argent. La deuxième chose, c'est la santé. Moi, j'ai trouvé un système révolutionnaire qui va te faire perdre 15 kilos en, je sais pas, en 30 jours. Écoute-moi, tu vois. Et l'amour, moi, je vais te trouver quelque chose qui va te faire devenir un Casanova en 2 minutes, tu vois. Écoute-moi. Et ça, c'est ces 3 leviers-là sur lesquels tu... Ils sont forts. C'est ça, tu touches en fait le... Mais parce que tu le tapes cœur dans des gens, la en fait. douleur. C'est ça, tu tapes dans les douleurs c'est pas profondes. tu touches le Oui, cœur, c'est ça. c'est tu C'est tapes sur exactement. leur douleur. C'est ça, tu tapes sur la douleur de... On va prendre un exemple très concret, l'acné. Ouais. Quelqu'un qui est acnéique, il va tester tous les traitements possibles, inimaginables, parce qu'en fait, il a tellement un manque de confiance en lui à cause de cette acné, mais qui est horrible, hein, attention, parce que c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui dans le monde, justement, d'influence dans lequel on est, et de beauté, des standards, des filtres Insta, etc., dans lequel on est. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une peau à problème, mais regarde, toutes les offres d'hygiène et de beauté se basent beaucoup là-dessus, parce qu'elles savent très bien que cette personne-là, avant d'aller voir un dermato, va dépenser et dépenser et dépenser et dépenser pour avoir la solution miracle. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, le problème aussi de cette ère informationnelle, c'est qu'elle est à double tranchant. C'est que, en fait, on t'apprend toujours une fois à être esclave de cette société, on t'apprend pas à t'émanciper, même à travers les réseaux sociaux, même à travers cette influence. Non, c'est sûr. Parce que ces gens-là, au final, t'enferment encore une fois dans une case. Ce que l'école, avant, t'apprenait à devenir le parfait employé, aujourd'hui, le monde d'influence t'apprend à devenir le parfait travailleur autonome, où tu vas quand même devoir échanger je ne sais combien d'heures, de sueur, de discours aussi des fois trompeurs. Donc, mettre en jeu ta crédibilité, mettre en jeu tes valeurs et principes. Bon, après, si tu n'as pas de valeurs et principes, grand bien toi. Cette discussion ne s'adresse pas à toi, continue, et puis adviendra que pourra. On va avoir une discussion sur les valeurs et les principes avec un invité. Ouais, de ouf. Mais c'est vraiment ça. Donc, moi, ce que j'ai envie d'apprendre aujourd'hui à notre communauté, c'est comment migrer vers un cadran P propriétaire ou I investisseur pour vraiment t'émanciper. Et devenir la meilleure version de toi-même. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse avec ce podcast, c'est vraiment, en fait, vous amener en même temps que nous, finalement. Et qu'on construise, en fait, un peu cette histoire ensemble. Et c'est pour ça que j'attends aussi des commentaires, j'attends des débats, j'ai envie de connaître vos histoires, j'ai envie de vous aider, parce que ce qui me rend heureuse, c'est les interactions, l'échange de valeurs ajoutées. Et je pense qu'aujourd'hui, je grandis grâce à ça, grâce, comme je disais, au réseau professionnel que je me suis construite et que je chéris. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, notre but avec ces cadrans pays, c'est vraiment de vous apprendre à devenir propriétaire de votre propre entreprise, arriver à votre liberté financière aussi, peut-être à travers les investissements. Et donc, dans la deuxième session, et en fait, peut-être très vite, finalement, on va peut-être commencer à faire des interviews avec des gens, donc, parce que vous nous l'avez pas mal demandé. Mais c'est sûr que tous les conseils qu'on vous donne ici, c'est vraiment, apprenez à vous connaître, faites-vous confiance, respectez-vous, posez-vous vos 1 milliard de pourquoi. Surtout, c'est très important pour apprendre à vous découvrir. Et puis, une fois que vous avez répondu à tous ces pourquoi, demandez-vous dans quel cadran vous évoluez et vers quel cadran vous voulez évoluer dorénavant. Fixez-vous des objectifs. Moi, je sais que ce qui marche très très bien dans ce genre de cas, c'est vraiment de me fixer mes objectifs pour l'année, mes objectifs pour dans 10 ans et mes objectifs pour la vie. Ça, je veux rebondir dessus parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Je pense que je me rends compte en fait personnellement que je suis beaucoup plus... Parce que j'aime bien essayer de quantifier mon niveau de bonheur comme je peux, en fonction de mes phases et de mes périodes. Et je me rends compte que grosso modo, je suis beaucoup plus heureux quand j'ai des objectifs clairs que je poursuis. Ben oui. Ouais. C'est très important. Ouais, c'est très important d'avoir des buts. Enfin, un objectif, mais d'avoir de poursuivre une quête, en fait. En fait, ça donne un sens... Mais même, tu sais ce que tu fais avec ça ? Tu développes ton système SAR.
SAR, c'est le fait de inconsciemment te répéter en boucle ce que tu veux dans ta vie. Mais du coup, ce qui va faire que ta conscience et ton inconscient, pendant que du coup tu dors par exemple, etc. Oui, bien sûr, il va travailler dessus et en fait, ton cerveau va développer mille et une techniques, vraiment, pour aller chercher ce que tu es en train de te dire. Qu'est-ce que tu penses de MrBeast? C'est qui? Ah, ok, d'accord. Bon, c'est un peu le mec le plus connu sur YouTube. À ce moment-là, si je te parle par exemple de Cyprien. Oh my god, franchement, je le connais pas assez pour pouvoir parler. C'est comme Beast. Ouais, Beast, je connais pas assez. Désolée, je suis moins sur les écrans, je suis plus dans les bouquins. Ouais. Mais un Cyprien, de ce que moi j'ai connu, en tout cas quand j'étais plus jeune, c'est sûr que si, il mérite... Après, je ne le connais pas assez, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Je ne sais pas la réputation qu'il a aujourd'hui, je me base sur des faits de peut-être 2015, tu vois. Non, je fais attention de ne pas rendre quelqu'un de problématique, ne t'en fais pas. Un Cyprien, non, oui, pour moi, c'est comme un MrV, tu vois. Oui, ils méritent largement leur casquette entrepreneur parce que ce sont des personnes qui, au-delà du fait qu'elles ont généré de la joie, elles ont apporté une vraie valeur de joie pour les gens. D'accord. Mais tu sais, c'était pas des vidéos, genre... Pour moi, c'était plus des sketchs des temps modernes, tu vois ce que je veux dire? Que les vidéos TikTok où il y a des gens qui se mettent souvent en situation, même en plus dangereuse, pour faire des vues et des likes, ou qui se mettent dans des situations un peu... Tu sais, par exemple, quand tu utilises tes parents. C'est un truc bête, mais moi, je trouve ça tellement dégradant et tellement humiliant. Et tu rends pas service, en fait, finalement, ni hommage à l'éducation que tu as reçue de tes parents, parce que tu te permets d'afficher des fois peut-être des galères ou des embrouilles familiales qui ont rien à faire sur les réseaux. Je comprends. Moi, c'est dans ce sens-là, tu vois, que je parle. Je comprends mieux ce que tu veux dire. Pour moi, ces gens-là, honnêtement, oui, d'accord, ils font de l'argent, mais ils font de l'argent sur une base de un peu de débilité profonde, là. Ouais. Moi, je pense que c'est des gens qui ont compris quelque chose de la nature humaine. Bien sûr. En soi, si tu Ils sont très intelligents dans ce sens-là. Attention, par contre, je dis pas qu'ils sont bêtes. Oui, bien sûr. Mais ouais, c'est ça. Si tu veux faire de l'argent, tu dois comprendre comment fonctionne la nature humaine. Dans ta vie, tu recherches une valeur fondamentale qui s'appelle la sécurité. Quand tu veux travailler, être travailleur autonome, donc travailler dans un cadre T, ça va plus être le fait de vouloir être indépendant. Donc on en revient à ce fameux de personne peut le faire mieux que moi. Alors que quand tu migres de l'autre cadran, mais c'est vraiment le cadran pays, c'est des personnes qui sont tellement fortes dans le savoir déléguer, faire confiance aux bonnes personnes, savoir bien s'entourer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu es propriétaire, donc d'une grande entreprise, ce que tu cherches, le but de ta vie, c'est vraiment de créer de la richesse. Alors que quand tu vas devenir investisseur, ton but, in fine, c'est vraiment d'atteindre la liberté financière. Donc tu vas trouver en fait des stratagèmes à mettre en place ou des processus à suivre et à répéter, in fine, genre vraiment de manière... en fait, jusqu'au bout, je te dirais, genre tu vas faire que ça, les répéter jusqu'à ce que ça marche. De la façon dont les nouveaux produits Internet sont accueillis. Les nouveaux produits sont accueillis par les gens. Tu as les early adopters. Ensuite, tu as les personnes qui sont un peu plus... des geeks un petit peu. Ensuite, tu as les personnes de la moyenne qui vont suivre un peu les geeks. Et ensuite, tu as les réfractaires et tout. Et c'est comme une courbe qui fait un peu comme une sorte de cloche. Un peu comme un gauss et tout. Bien sûr. Et je pense qu'effectivement, dans ces cadrans-là, donc les cadrans E, P, I, T, je trouve que c'est pareil. C'est-à-dire que la tendance, c'était E. Mais maintenant, la tendance est T, parce que tu entends partout des discours en mode sois entrepreneur, gagne ton argent, que ce soit via des podcasts, que ce soit en faisant des vidéos, tout au moins, que ce soit en ouvrant ton business de, je sais pas, tu sais tresser, ouvre ton... Tu vois, c'est ça la tendance maintenant, c'est ça la mode. Oui. Que chacun soit son propre patron. En fait, je te dirais la tendance de nos parents, donc pour les personnes qui étaient dans les années vraiment entre 50, 70, début 80, c'était vraiment de te dire oui, il faut que tu travailles bien à l'école pour que tu aies des bons résultats, pour que tu aies le mieux. Exact. Tu peux te mettre à la ta famille. Exact. La tendance était vraiment de devenir employé, tu vois. Et puis notre système scolaire est basé sur ça. Exactement. Parce que comme je disais dans le premier chapitre, on t'a jamais appris à contrôler tes 24 heures. Mais on ne t'a jamais appris non plus à contrôler tous tes skills. Ce qu'on t'a appris à faire, c'est d'acquiescer
de fermer ta bouche de retenir les et choses, de retenir les choses, exactement. Ouais, Mais d'être pire que ça. En exécutant, quoi. Exact, c'est exactement ce que j'allais dire. D'être le parfait exécutant de tâches qu'on va te donner, mais surtout, et avant tout, ne même pas te plaindre. Tu n'as pas le droit de te plaindre, parce que si tu te plains, on te dit... Ah bon, ben t'inquiète pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver à ta place. Exactement, on te fait croire qu'on t'a donné une chance. C'est sûr que pour ça, je crée des entreprises pour avoir le luxe de dire non demain. En fait, je me paye mon nom. Et pour ça, j'ai pas d'autre choix que de devenir donc riche. Parce que si je ne deviens pas riche, toute ma vie, je vais être exécutante et c'est pas ce que je me souhaite personnellement. Parce que c'est pas la vision que j'ai aujourd'hui. Donc c'est ta définition de la liberté, avoir le luxe de dire non. Ouais, parce que dans ta vie de tous les jours, quand est-ce que tu as le droit de dire non? Si on t'appelle et qu'on te dit fais ça, tu vas dire non? Alors c'est très... c'est très... Oui, je fais... T'as bégayé, donc voilà. Encore une fois, c'est tout. Après, c'est sûr que la tendance aujourd'hui est de migrer vers le cadre en T. C'est pas une mauvaise chose. Attention, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est une tendance, encore une fois. C'est-à-dire que la tendance de notre génération, c'est de dire oui, effectivement, j'ai lancé mon business, je fais ci, ça, et je suis libre. D'accord, très bien. Mais combien de temps ça va être périn? Combien de temps tu vas pouvoir subvenir à tes besoins? C'est une bonne question. Combien de temps les gens vont te faire confiance si ils te font confiance? Parce que déjà, avoir la fidélité d'un client, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il faut que tu aies vraiment des skills et des atouts incroyables et que tu lui apportes tellement une valeur que cette personne est prête à payer pour toi. Donc, il y a ça. Après, il y a aussi le fait que... Moi, j'en veux un petit peu aussi à notre génération dans le sens où il y a beaucoup de vols finalement sur des gens qui t'accordent leur argent et leur temps, où tu leur promets un peu mondes et merveilles sur une base de quoi? Tu vois, on va apprendre les formations. En ce moment, j'entends parler que de ça. C'est que je voulais qu'on parle de ce sujet. Genre les formateurs en ce moment, ok? J'entends que ça. Pourquoi? Parce que les placements de produits aujourd'hui, c'est fini, qu'il faut se faire son argent d'une nouvelle manière. Et donc, il y a une vraie tendance qui monte des formations. Donc, j'entends des formations à tout va. Mais juste, j'ai une question à te poser. T'es certifié d'où, toi? Non, mais sérieux, tu viens d'où? T'es certifié d'où? Pourquoi je devrais payer des milliers de dollars pour une formation où, de un, je vais même pas avoir de certification, donc c'est même pas reconnu dans le monde du travail aujourd'hui, ce sera même pas reconnu par mes pairs demain, et de deux, pourquoi je devrais faire confiance à quelqu'un qui, des fois, a arrêté l'école à 15 ans, tu vois ce que je veux te dire? Et toi, t'es formateur. Pour moi, il y a beaucoup de nos générations, finalement, de culture qui se perd, et d'envie de vraiment apprendre aux autres qui se perd. En fait, finalement, c'est plutôt que de te lancer dans des formations, etc., mais créer un institut accessible. Je sais pas, créer une association, créer quelque chose qui va être vraiment de valeur ajoutée. Si vraiment ta vocation, c'est d'être pédagogique, et vas-y. Mais c'est ça, exactement ce que tu dis. Et le pire, c'est qu'ils ont un discours parfait. C'est-à-dire qu'ils vont... Ils ont étudié toutes les techniques de marketing. C'est ça, en fait. De base, c'est juste des bons vendeurs. Et ils ont compris que la formation, c'est une bonne façon de vendre. Et je suis absolument d'accord avec toi. Et ils vont te dire, écoute, moi, ma formation vaut telle. Parce que si ma formation vaut moins, une fois que tu vas l'acheter, tu ne feras pas suffisamment d'efforts. Parce que tu n'auras pas dépensé suffisamment d'énergie et d'argent pour ça. Je vois l'évolution que j'ai eue sur ces 6 derniers mois. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte avant dimanche quand j'ai parlé du coup avec un ami qui m'a dit « Moi, je suis là, Théa, et honnêtement, je vois ton évolution et ce que tu es en train de faire, c'est juste fou. Mais ce qui a changé en 6 mois, c'est que j'ai pris un papier, je me suis dit 5 choses que je veux pour ma vie à réaliser. Ensuite, j'ai mis 3 choses que je dois réaliser dans l'année, le salaire que je veux gagner sur 5 ans, les 3 choses que je veux faire pour améliorer du coup mes capacités, etc., pour atteindre mes objectifs de ma vie, et les choses que je voulais vraiment faire sur les 5 prochaines années. Donc 3 choses que je veux absolument sur les 5 prochaines années. Et tous les matins, religieusement, je le lis à voix haute. Et je le lis, et je le lis, et je le lis. Et ce qui fait que, là, effectivement,
Je suis à 3 entreprises créées, plus notre podcast et puis en plus nos projets avec notre boîte, etc. Et je suis tellement fière de ce que je suis en train de bâtir et c'est ça qui me rend heureuse en fait, parce que je suis pas faite pour être enfermée dans une cage dorée. En fait, je suis vraiment faite pour m'ouvrir au monde, apporter de la valeur et c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. C'est comme mon projet avec mes femmes en TI, tu vois. Ça peut paraître bête comme ça, mais moi j'ai vraiment envie d'œuvrer à l'émancipation des femmes. J'ai envie d'œuvrer à conscientiser mes femmes que oui, c'est des leaders et que oui, elles vont y arriver. Pourquoi ? Parce que je prends juste mon exemple. Moi, quand j'étais petite, et surtout en France, pas en Espagne pour le coup, mais quand je faisais mes études en France, on me disait toujours que j'arriverais à rien dans ma vie, que j'étais pas douée et que heureusement que j'avais le physique que j'avais parce que j'aurais peut-être la chance de marier quelqu'un de friqué. Et on me disait ça, mais à tire-larigot. Et puis ce qui fait que le jour où je suis arrivée en Espagne et que mes professeurs espagnols m'ont dit « Tú sí que vales, tú sí que puedes », mais j'y croyais pas. Au début, j'y croyais pas. Et puis, honnêtement, après, c'est sûr qu'en Espagne, on a plus de liens personnels avec nos professeurs, déjà parce qu'on les voit pas et qu'on les appelle par leur prénom, mais qu'ensuite, c'est des gens vraiment avec qui, en fait, on est à égal, tu vois. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que mes professeurs me disaient « Théa, t'as le moins de soucis, appelle-moi. Appelle-moi ». Il y a des profs, des fois, je les ai appelés à 23h et ils m'ont répondu. Parce que, tu sais, il y avait un devoir ou je sais pas quoi que j'arrivais pas à faire. Et du coup, je me stressais parce que j'ai toujours été très stressée dans les rendus de devoirs, etc. Parce que je suis comme ça, bon, bref. Et ces gens-là, ils ont tellement été derrière moi, ils m'ont tellement appuyée. Mais je remercierai jamais l'éducation espagnole pour tout ce qu'elle m'a offert. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils m'ont littéralement sauvé ma vie. Parce qu'en France, je me suis fait toujours piétiner par mes professeurs. Piétiner. Et je me souviens d'une seule prof qui était grave derrière moi, qui s'appelle Madame Bétès. Ah, tu as pensé son nom ? Ouais, parce que cette femme-là est juste incroyable et que je pense que elle le sait pourquoi je dis ça. Si jamais un jour elle écoute ce podcast, elle saura pourquoi je dis ça. Mais cette femme-là a littéralement sauvé mon éducation et m'a permis de réaliser tout ce que j'ai fait dans ma vie aujourd'hui. Parce que c'est la seule femme en France, professeure, qui a cru en mes capacités, qui m'a dit vas-y, moi je te donne ma main et tu vas y arriver. Et j'en serais pas où j'en suis si elle avait pas rencontré ma route quand j'avais 14-15 ans, tu vois. C'est vrai qu'effectivement, les professeurs ont beaucoup d'influence, trop d'impact. Ils ont beaucoup de pouvoir sur la vie d'une personne. Si jamais vous voulez un cours plus théorique sur les cadrans, parce que là on était plus en mode freestyle, plus en mode interview, on se posait des questions, plus en mode podcast finalement. Donc si jamais vous avez besoin d'un cours théorique, avec Marvin, on pourra vous faire un cours théorique vraiment de 20 minutes top chrono, comme ça vous aurez vraiment toutes les clés en main pour vous connaître, toutes les clés en main pour migrer de cadran si vous le souhaitez, ou comment optimiser le cadran dans lequel vous êtes, et puis être heureux dans votre vie, quoi. Du coup, on vous fait plein de bisous. C'était The Marvin and Théa Show. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous, commentez, on vous aime fort. Bisous.